Vous écoutez l'épisode 10 du podcast Coureur.io avec mon invité Mathieu Raymond. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Hey, bonjour tout le monde. Premièrement, je vous remercierai jamais assez. On est rendu à l'épisode 10. Vous me montrez beaucoup de confiance. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dû prendre un petit arrêt quasiment forcé. Quand je suis revenu, j'ai reçu plein de commentaires sur Facebook. Merci, c'est super cool. On t'attendait, tu nous as manqué. Donc, ça me touche au cœur. Donc, je vous remercie tout le monde d'y porter attention. Des fois, on a l'impression qu'on fait ça et qu'on est tout seul à l'écouter. On passe beaucoup de temps. C'est un hobby, donc c'est un podcast amateur et c'est vraiment... Je suis vraiment touché, en fait, que vous preniez le temps d'écouter. Aujourd'hui, c'est l'épisode avec Mathieu Raymond. C'est la partie 2. Fait que pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, l'épisode 9, on a parlé de son parcours de coureur. Aujourd'hui, on va parler de son entreprise, de son parcours d'entrepreneur, comment il a parti la compagnie Matsport, qui est une compagnie qui fabrique des chaussures sur mesure à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est on peut personnaliser l'épaisseur de la semelle et l'inclinaison et aussi la couleur. Donc, peu importe la combinaison des trois qu'on peut faire, ce qui n'existe pas sur le marché à part de eux. Et le deuxième niveau, c'est ils font une empreinte 3D de vos pieds sur un scanner et ils fabriquent une semelle qui va dans la chaussure. Pour ma part, j'ai connu Matsport, j'ai entendu parler de Matsport il y a environ 3 ans, je dirais, quand ça a sorti. C'est quelqu'un qui m'avait vu avec un chandail d'un événement. Il me dit, t'es un coureur. Je dis oui. Il me dit, je viens d'essayer des chaussures fabriquées sur mes pieds. Il m'avait dit mouler, mais en fait, c'est une fausse. C'est pas vraiment moulé parce que ça impliquerait de la chaleur qu'on va apprendre dans l'entrevue. Donc, il me dit, j'ai eu une chaussure fabriquée sur mesure à mon pied qui est environ le prix d'une chaussure normale. C'est écœurant. En tout cas, il n'avait que du bien à dire de cette chaussure. Je lui ai dit, c'est sûr, je vais essayer ça. Un jour, je vais m'acheter une paire de Matsport, je vais les essayer. Le temps a passé, j'ai un excellent service. C'est la boutique où je fais toujours affaire, à la boutique Endurance, pour ceux qui nous écoutent. Donc, le mélange des deux, j'ai jamais essayé. Bien sûr, dans mon podcast, j'ai comme mission de faire briller nos entrepreneurs québécois du monde de la course. Donc, Mathieu devenait un incontournable. Je me suis dit, j'y vais. En même temps, je vais en profiter pour m'acheter et me faire une paire de chaussures. Ce que j'ai fait, donc, je vais vous donner un petit quick review. Je les ai eu l'hiver. J'étais un gars frileux. C'est des chaussures quand même très aérées. Il y a eu une journée de redoux. Je les ai mis. C'est simplement génial. C'est comme courir sur un marshmallow. C'est moulé à son pied. Tu sais, quand on essaie une chaussure puis on se dit, on va la casser, je vais être bien d'une semaine ou deux. Elle arrive, elle est déjà à ton pied. C'est une expérience. Faut l'essayer. Croyez-moi, on se met ça dans les pieds, c'est fou. C'est débile l'expérience. Donc, c'est mon petit commentaire. Je vais en faire un review. Je veux pas comme trop en vendre parce que je les ai juste utilisés une fois. Donc, je veux pas trop donner toutes les qualités de la chaussure, mais la première expérience, ma seule expérience avec un petit 8 ou un 10, c'était simplement génial. C'est bien aéré, c'est confortable, c'est vraiment comme courir dans une pantoufle. Quand j'aurai 200 km, 200-300 km de fête au printemps sur mes chaussures, je pourrais vous faire un petit recap peut-être un peu plus détaillé de mon expérience et s'il y a des points faibles qui ressortent. Mais jusqu'à présent, c'est sincèrement les chaussures parfaites. Pour revenir à Matsport, en fait, aujourd'hui, on va interviewer Mathieu Raymond, mais j'aimerais spécifier que même si la compagnie est Matsport pour Mathieu Sport ou un petit peu le branding de ça, il y a quand même des partenaires là-dedans. Donc, il n'est pas tout seul. Je vais faire beaucoup l'interview comme s'il était tout seul, mais je voudrais juste spécifier qu'il n'est pas tout seul. Il y a aussi son partenaire, Pierre Hugo, qui a été super parce que quand je parlais de faire le podcast, je n'ai parlé à Mathieu. J'étais allé dans un événement, j'ai allé voir au kiosque de Matsport si Mathieu était là. Il était parti plus tôt parce qu'il y a une jeune famille. Pierre Hugo m'a pris, il est allé me présenter dans tous les autres kiosques. Il dit, c'est lui le gars du podcast. Il était en train de faire des pieds et des mains. Il s'occupait même plus de son kiosque pour m'aider. Il me connaissait même pas. C'est vraiment des gars super généreux. Ils connaissent le sport. Vu que Mathieu, il vient de l'athlétisme, comme on a entendu dans le dernier épisode. Il connaît toutes les technicalités. C'est vraiment un bon conseiller. Fait que si vous voulez une paire puis que vous avez une chance d'aller directement à sa manufacture
parler avec Mathieu. C'est pas que les autres personnes n'ont pas cette valeur-là, mais Mathieu, il a vraiment une coche au-dessus, je vais le dire comme ça, là, sur la connaissance autant des chaussures, des techniques, de la foulée, de qu'est-ce que ça te prend. Il est vraiment, vraiment... Puis on voit qu'il aime ça. Il fait pas juste donner des conseils. Les chaussures sont le même prix, peu importe la forme que tu apprennes. Donc, il est pas là pour te vendre une chaussure plus chère que l'autre. Il est vraiment là pour que tu sortes avec la chaussure, puis tu fasses swap, puis que tu aies juste le goût de faire comme moi, puis de dire au début de ton podcast, faut que vous essayiez ça. On va en parler aussi dans l'épisode un petit peu plus tard, mais j'aimerais ça revenir là-dessus parce que je pense que c'est un projet qui est vraiment intéressant puis qui mérite de l'exposure. Mathieu puis Pierre-Hugo, ils travaillent sur un projet qui fonctionne présentement de faire des chaussures corporatives. Mais grosso modo, c'est des chaussures sur mesure, mais il y a un minimum de paires qu'on doit acheter. Donc, ça prend quand même, soit si vous avez une équipe sportive, une compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un design de chaussures. Donc, c'est pas juste on met un logo, c'est vraiment un design par sublimation. Quand je suis allé, je ne vais pas nommer le nom de la compagnie, mais il y avait une compagnie de transport pétrolier qui s'en était fait faire. C'est simplement génial. Donc, ils ont fait faire, ils vont les donner à leurs employés. Il y a des banques présentement qui s'en sont fait faire. Ça donne vraiment un beau produit. C'est vraiment un beau cadeau pour vos employés. C'est aussi un peu d'offrir la santé, de leur offrir des équipements de sport et c'est personnalisable. Donc, ils visent beaucoup là-dessus pour rayonner à l'international. Si jamais vous avez une chance, je vais mettre une ou deux photos. Je vais essayer d'en avoir plus de Mathieu dans les notes de l'épisode de modèle qu'il a fait, mais c'est vraiment beau. Donc, si vous connaissez des propriétaires d'entreprise, ou si votre entreprise, votre équipe de votre organisation de soccer ou je sais pas, vous voulez avoir des chaussures personnalisées, quelque chose de vraiment bien et en plus confortable, c'est vraiment un produit, je crois, qui mérite d'être vu. Sur ce, je vous laisse à mon entrevue, la partie 2 de Mathieu Raymond, Mathieu l'entrepreneur. Bonjour Mathieu, premièrement, merci de me recevoir chez toi pour cette deuxième partie d'entrevue. C'est la section administrative de Montréal. Je voudrais premièrement que, pour les gens qui connaissent pas Matiport, que tu nous fasses un tour d'horizon de qu'est-ce que Matiport aujourd'hui. Dans le fond, décris-nous visuellement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Parfait. En fait, Matiport, on fait des chaussures de course personnalisées et sur mesure. Disons qu'il y a 2 niveaux de sur-mesure. Le premier niveau, c'est qu'on va choisir l'épaisseur de la semelle, l'inclinaison, la couleur de la chaussure en fonction de ce que le client a besoin ou aime. Okay. Donc, quelqu'un qui marche ou quelqu'un qui fait de la course en sprint va pas besoin nécessairement de la même chaussure. Ensuite de ça, on fait des camisoles, on fait un petit peu de vêtements, puis on a une nouvelle branche qui est corporative. C'est-à-dire qu'on est capable de designer vraiment une chaussure avec toutes les caractéristiques possibles de semelle, mais aux couleurs d'une entreprise en particulier. Donc, c'est vraiment à chaque fois, c'est un peu des œuvres d'art, des œuvres uniques. Donc, juste pour t'interrompre, une compagnie, mettons, je sais pas, j'ai une compagnie de transport, je veux offrir en cadeau des chaussures de sport à mes employés. Exact. Vous êtes capable de les brander au logo de ma compagnie. Je comprends. Oui, au logo, mais c'est au-delà de ça. Là, c'est vraiment un design qui représente l'entreprise. Fait que c'est pas juste mets ton logo ici. Non, on prend l'image de l'entreprise et on la transmet sur une chaussure. C'est complètement différent. Puis j'ai vu les modèles lors de notre dernière entrevue. Ça a l'air vraiment de qualité. Techniquement, c'est de la sublimation. Oui. En fait, la sublimation, c'est un tissu blanc. Puis t'as des particules dans le fond de peinture qui traversent ton matériel, ton tissu. Fait que c'est ton tissu qui se trouve à prendre la couleur donnée, mais vraiment dans toute l'épaisseur. C'est pas juste par-dessus, il y a pas de résidu rigide, il y a rien. C'est vraiment ça, tu colores finalement ton matériel. Puis autrement, on a une douzaine de boutiques qui nous distribuent au Québec. On est 6 employés actuellement. Quand tu disais qu'il y a 2 niveaux de personnalisation, je t'ai interrompu un petit peu. Le premier, on choisit l'épaisseur de notre semelle, on choisit la couleur, on choisit l'inclinaison. L'inclinaison. La deuxième, c'est la semelle interne qui est sur mesure, faite à partir de l'image de chacun des pieds de chaque personne. Êtes-vous les seuls à offrir ça? Ben, les gens nous connaissent beaucoup pour ça. C'est principalement pour cette raison-là qu'ils viennent vers nous, parce qu'on est effectivement les seuls. Mais l'autre option, le sur-mesure niveau 1, on est aussi les seuls. Connais-tu une seule autre entreprise qui te permet de choisir l'épaisseur de ta semelle, ton inclinaison puis ta couleur, toujours avoir le même fit? Effectivement, c'est des modèles différents, puis même des fois, il faut passer de marques
différentes. Exact, parce qu'ils sont pas faits avec la même forme, sont pas faits avec le même thinking derrière ou avec les mêmes matériaux. Fait que pour certains, c'est plus confortable, d'autres, c'est moins confortable. Nous, c'est toujours pareil. Où tu as vu que les gens auraient un besoin ou une volonté d'acheter de tels produits? Je travaillais au Sport Expert au PEPS à Québec, qui était à l'époque la référence pour la chaussure de course là, vraiment dans la région. Moi, j'étais à l'université à ce moment-là, dans mon bac en administration, fait que je vivais presque au PEPS. Puis les gens, quand ils venaient nous voir, je trouvais qu'ils étaient bien servis, mais à la moitié. C'est-à-dire que ils vont dans une boutique spécialisée pour se faire conseiller, puis on a super bons conseils. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais le problème qu'il y a, c'est que t'es une petite boutique, donc tu as un inventaire limité de chaque modèle. Si tu veux tenir tous les modèles, tu peux pas en avoir des grosses quantités de chaque. Puis souvent, c'est des boutiques qui sont un petit peu seules, donc qui n'ont pas nécessairement un réseau qui leur permet d'avoir un inventaire renouvelé, là, une espèce d'inventaire condensé. Fait que le vendeur, lui, il a beau savoir d'où il s'en va, quand tu viens au début de saison, on va t'offrir le premier meilleur modèle dans tout le mur qu'il peut t'offrir. Puis ça va être un bon modèle adapté à tes besoins. Mais là, après ça, quand il n'y en a plus, il va chercher le deuxième. Après ça, le troisième. Après ça, la compagnie X trouve que ses ventes sont pas assez bonnes, fait qu'ils viennent voir les vendeurs puis ils font « Hey, by the way, je te donne 5$ chaque fois que tu vends tel modèle. » Quand tu gagnes 10$ de l'heure, le 5$ par chaussure, ça fait une bonne différence. Fait que finalement, le vendeur, il va être tenté finalement avec lui, qui était peut-être ton 5-6e meilleur modèle ou peut-être même pas ton meilleur modèle, il devient peut-être ton numéro 1. Oui, il commence à... Il devient plus intéressant. Si le vendeur n'a pas la conscience, la moralité, disons, exact. Ça, il décide de plutôt vendre celui qui va y apporter. Puis, mettons, ceux qui travaillent dans des boutiques spécialisées, souvent, c'est des bons coureurs. Nous autres, c'était des coureurs du Rouge et Or, puis la plupart du temps, c'est des jeunes bons coureurs qui vont travailler dans des boutiques spécialisées. Lui, s'il est commandité par New Balance, je laisse deviner quelle marque il va vendre le plus. Ouais, ça va de soi. Malheureusement, exact. Ça va de soi. Donc, je trouve, puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve qu'il devrait y avoir une plus grande transparence, dans le sens où j'ai ça, moi, si je te vends ça, mais je pense que ça te convient. Si toi aussi, tu trouves que ça te convient, allons-y, puis c'est bénéfique pour les deux, puis j'aurais pas de problème avec ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, puis quand le même client se tourne vers une grande surface, souvent, le vendeur qui est là, c'est pas un coureur ou il a pas eu toute la formation disponible ou lui, il faut qu'il vende. Ils ont des chiffres à rendre. Fait que si tu pointes une chaussure parmi les 100 modèles qu'il y a, puis tu dis celle-là, je la trouve belle, puis qu'il dit oui, c'est le meilleur modèle pour toi, il y a des bonnes chances que pour la course, spécifiquement, ça soit pas celui que tu avais vraiment besoin. C'est ça. Je pense que c'est pas partout pareil, mais ça demeurait que c'était un besoin que j'avais identifié où tu avais soit l'expertise puis l'inventaire. Fait que c'est de trouver une façon de jumeler expertise et inventaire, de faire en sorte que chaque personne a la bonne chaussure pour l'activité qu'il va faire, pour le type d'entraînement qu'il va faire. Comme je viens du milieu de la course à pied, quand même une tranche du marché qui est en expansion, moi je voulais développer une chaussure de course qui nous permettait d'avoir un inventaire centralisé, d'offrir la très grande majorité des types de chaussures, mais en visant le confort, parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens qui commencent à s'entraîner ou qui s'entraînent, mais qui sont pas nécessairement le coureur d'élite, je veux que quand ils décident de se lever de leur divan, qu'ils soient confortables puis que l'équipement, ça soit pas un frein. Et que tout ça, ça soit abordable. Donc, je voulais pas faire une chaussure à 400$, je voulais pas charger des frais pour les scans, parce qu'on me l'a suggéré souvent. Comme une espèce d'ouverture de dossier. Exact. Ça, fais ton scan, essaye-le, tu vas nous adopter. Je t'écoute parler de ça. On va parler du côté un peu plus entrepreneurial de ça. Tu te dis, moi, j'ai l'idée du siècle, qui est super bonne. Comment t'as testé ça? T'as-tu réussi à tester ou t'as dû vraiment comme partir à une production puis de croiser les doigts que les gens allaient aimer ce produit? C'est ni blanc ni noir. Okay. C'est vraiment un monde de gris. Puis, dans le fond, on a fait des tests de marché, si on veut. On a fait une précommande. On avait une promesse, mais on n'avait rien d'autre. On a vendu 500 paires de chaussures en 2 mois. Alors c'est tout blanc, tout noir. C'est un smoke test qu'on appelle, grosso modo. Oui, sauf que ça te dit pas est-ce que ton concept fonctionne. Ça te dit pas est-ce que ta chaussure va être bonne. C'est un test qui dit le marché a de l'intérêt pour ce que tu promets.
plus ce test-là qui nous a donné aussi, non seulement l'heure un peu plus juste, mais 50 000 $ aussi. Donc, ça nous a aidé dans notre développement, ouais. Ben, c'est que ça, à tous les investisseurs qui ont été impliqués au début, il y a eu quand même 4 ou 5 organismes et personnes qui ont été impliqués dès les premiers coups de pelle. Ça rassure de savoir que 500 paires se sont vendues aussi rapidement. Maintenant, ma question, c'est, tu sais, moi, je suis de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Fait que quand j'entreprends quelque chose, c'est généralement de la programmation que ça implique. Mm-hmm. Donc, j'ai une idée de comment on fait. Tu me dis, demain matin, il faut que tu produises des chaussures. OK, j'ai visité ton entrepôt, là. J'ai déjà une meilleure idée, mais mettons qu'avant la visite de ta manufacture, je me dirais, OK, comment je fais ça? Donc, est-ce que tu avais une expertise? T'es-tu allé chercher? Comment on met ça en place, grosso modo, là, un bien physique, dire je vais le produire? Moi, j'étais un utilisateur, mais avant de me lancer dans ce projet-là, j'avais pas plus grande idée que toi avant que tu visites mon entrepôt. Je partais d'une page blanche. Puis avec la levée de fonds, avec nos investisseurs, les premiers qui sont arrivés, tout ça, on a décidé d'engager une firme de consultants de Boston, à Boston parce qu'avec New Balance, il y a une espèce de hub, là, c'est un peu comme avec Binox au Québec. Ben, c'était des gens qui travaillent, des consultants dans ce domaine-là. Puis ils nous ont aidés à trouver les premiers fournisseurs, développer le concept. Ils savaient ce qui fonctionnait pas dans les options qu'on regardait. Pour arriver au concept qu'on connaît actuel, ça a pris 73 rondes de développement, là. Ça a vraiment été du stock. Puis, je suis quelqu'un d'assez autodidacte, mais qui apprend beaucoup par l'exemple aussi. Donc, moi, je l'ai regardé travailler, j'étais en contact, je l'ai suivi dans toutes les étapes. Donc, j'en voyais de nulle part sans que je sois là. Puis j'ai appris, je me suis fait des contacts, puis depuis, dans le fond, la première génération, ben le reste, je le fais par moi-même. J'ai plus besoin de lui aujourd'hui. Puis donc, tu t'es entouré tout de suite, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, tu t'es tout de suite entouré de gens qui ont une expertise plus grande que toi. Non, mais on a la tête dure, on dit on va le faire de ma façon sans écouter les autres, donc tout de suite. Ben oui et non, dans le sens où ça, c'est maintenant, ça fait 5 ans. Donc pour moi, je la considère comme la première étape, mais on va dire l'étape 0. J'avais 45 000 $ devant moi pour faire du développement. Fait que la première chose que j'ai faite, je me suis pris un trip en Europe, en Allemagne. Dans le fond, j'étais là pendant 5 jours parce que j'étais athlète aussi. Puis je pouvais pas m'éterniser là comme je voulais n'importe où. Fait que je m'entraîne, j'avais des compétitions et j'allais encore à l'université. Puis dans le fond, j'étais allé au plus gros show ISPO au monde, qui se trouve à être 14 hangars de 747 remplis d'exposants. Okay. Il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui passent là par jour, c'est complètement hallucinant. Puis j'étais allé là, puis je me suis présenté avec mes petites cartes d'affaires, puis mon projet, mon plan d'affaires, puis je suis parti. J'étais en couchsurfing, là, fait que dépense le plus minimum possible. Puis j'étais arrivé à un stand qui était immense, il faisait 40 pieds par 40 pieds. C'était Vibram qui était là, faisait partie de la liste de ceux que je voulais aller voir avec d'autres. Puis là, je voyais que tout le monde était occupé, parce que j'ai appris par après que ce genre d'événement-là, faut t'arriver avec des rendez-vous. Moi, tu te pré-book, dans le fond, vu que c'est international, tu dis, ouais. je vais passer tel jour, telle heure à ton kiosque. C'est ça. Moi, je suis fly-by. Puis j'ai parlé avec la seule personne qui travaillait pour Vibram, qui était libre, qui était au centre du kiosque. Puis je suis allé lui parler de mon projet, puis il m'a dit, écoute, ça nous intéresse, je vais te donner la carte de la personne qui va s'occuper de toi plus aux États-Unis, parce que, bon, le siège social de Vibram en Amérique est aux États-Unis. Et là, il me donne sa carte, et lui, c'est le VP du développement des affaires pour Vibram World. OK. J'avais pas de rendez-vous, la personne libre tombe à être le VP. Ben, quand tu y penses, c'est un peu logique, là. Dans le fond, tous les reps sont occupés, puis t'as celui qui supervise, qui est ton plus haut placé, là. Donc, je suis tombé sur lui, puis il m'a mis en contact avec les gens aux États-Unis qui se trouvent à être à Boston aussi pour les mêmes raisons que tantôt. Puis là, ben, ils m'ont mis en contact avec un représentant que son mandat, c'était de faire en sorte que j'existe. Parce que ça venait d'en haut. OK.
Puis là, ben, après ça, ben, il m'a demandé un paquet d'affaires que j'avais aucune idée, parce qu'en plus, c'était en anglais, que mon anglais est bien meilleur aujourd'hui, mais là, il me parle de trucs spécifiques à la chaussure que tu connais rien. Tu peux pas connaître ça à part de c'est de l'expérience dedans, ça. Puis, après y avoir envoyé un paquet d'affaires qui sont absolument ridicules ou maintenant, il devait capoter. Pas à peu près. Il m'a dit, écoute, tu devrais peut-être travailler avec ces gens-là. OK, lui t'a suggéré. Ouais. Fait que c'est quand même un beau parcours. Je veux dire, tu t'en vas d'un show un petit peu non invité. Exact. Tu réussis à te faire un contact là-bas. Puis ton contact, par l'entremise de ce contact-là, tu mets en relation avec ces personnes. Pour revenir au conseil que tu disais, tu sais, qu'est-ce que tu fais comme première étape? Ben, la première étape, c'est de faire quelque chose. Ouais. Je veux dire, envoie un courriel. Déplace-toi quelque part où t'as pas rapport, va cogner une porte, fais un appel, fais n'importe quoi, mais fais une chose par jour qui te rapproche de ton objectif, que si tu l'avais pas fait, ben, tu serais pas là. Fait que j'aime bien aller déranger à un endroit, ça c'est ma façon à moi souvent de faire, là. Donc on va à quelque part qu'on est plus ou moins, puis on dit « Hey, je suis là! » Moi, la seule personne Généralement, les gens t'accueillent bien. Exact. Là, j'ai rencontré tous ceux que je voulais rencontrer, sauf une personne. Okay. J'ai jamais réussi à rencontrer Louis Garneau. Mais j'ai jamais réussi. T'écoutes Louis, Mathieu aimerait ça te parler. Voilà. Okay. Sans prétention, je pense pas qu'il écoute le podcast, mais si tu pognes ça, Mathieu veut te parler. Fait que donc, si on vient à nos choses, Vibram, excuse-moi, je veux juste revenir sur deux petits points. Tu as parlé du plus gros show d'ISPO. ISPO, dans le fond, ISPO, c'est une entreprise qui fait, je pense, 4 ou 5 shows dans le monde. C'est tout le temps la jonction entre les gens qui produisent des trucs de sport avec les gens qui vont les vendre. Okay. Mais il y a aussi souvent des suppliers, des gens qui gravitent autour de. Okay. Puis Vibram, c'est un fabricant de semelles. Eux, ils sont spécialisés dans le rubber. Okay. Ils font du caoutchouc. Puis ils ont fait leur spécialité dans les semelles haut de gamme, soit de marche, de trekking, de course, tout ce qui est activité sportive. Quand tu vois une Vibram, c'est vraiment un gage de qualité. Habituellement, parce qu'ils sont beaucoup plus chers qu'ailleurs, ils vont faire juste le rubber. Fait que si tu vois en dessous de ta chaussure traditionnelle un logo Vibram, ben dis-toi que le rubber est fait par Vibram, mais que probablement tout le reste est fait par une autre compagnie. Puis, mais une semelle, c'est pas juste du rubber, donc c'est vraiment juste la partie laminée en dessous. Exact. OK, eux font vraiment juste ça. Donc... Ben, normalement, c'est ce qu'ils font. Nous, on s'est pas cassé la tête, on a dit, garde, on a toute une semelle à faire, là. Fais-le au complet. Je veux pas avoir à me casser la tête, je veux m'assurer qu'ils garantissent la qualité, c'est sûr que ça coûte plus cher. Mais dernièrement, j'ai reçu une commande de semelle qui était pas exactement comme on l'avait demandé. Ben, ils se sont pas ostinés, ils l'ont refait, ça a pris 3 semaines pour on en a reçu des. Puis, quand tu dis il était pas, c'est quoi? C'était-tu la qualité qui était pas là? Ou la grosseur du. Il avait oublié de faire une étape. Ton plus grand défi pour arriver je dis toi, je voudrais juste spécifier que tu as des partenaires là-dedans, donc c'est pas juste un single man show, même si ça porte ton nom. Mm-hmm. Le plus grand défi que vous avez la plus grande difficulté, défi pour arriver où ce que vous êtes aujourd'hui? Ben, les 2 premiers printemps, ça a été tough. Okay. Parce que le premier printemps, on n'avait jamais eu de chaussures. On parle 2016. Donc, c'est la première fois qu'on avait des chaussures qui arrivaient sur le marché. On les a reçues comme en octobre. Puis, il fallait les livrer depuis déjà 1 an et demi. Ça, c'est la précommande qu'on avait faite, là. Ça faisait 1 an et demi que les gens l'attendaient. Bon, il n'y avait pas de date à la base, mais nous, on se fait dire ça va être prêt dans 6 mois. Faut qu'on dise ça à nos clients, tu sais. on a confiance. Ben oui, puis après ça, ben on n'y arrivera pas. Fait que là, on retarde de 3 mois. Fait que là, on faisait quelques reports qu'on faisait. Là, on les reçoit. Fait que là, finalement, on veut les envoyer. On les envoie. Puis là, j'attends que les 500 soient prêtes pour les envoyer, évidemment. Ça, c'était un bon coup marketing, mais en même temps, c'était à faire probablement que je les enverrai au fur et à mesure qu'ils sont prêtes. Parce que on les a toutes envoyées en février. On les a envoyées par DICOM. Parce que quand c'est des grandes quantités, c'est plus rapide. On l'utilise par eux autres. La seule chose que j'avais pas calculé, c'est que les gens qui sont pas à la maison de jour de semaine pour recevoir leurs chaussures, une grande partie quand même de ces gens-là, sauf ceux qui avaient fait livrer, par exemple, au bureau, ben après ça, ils ont pas, c'est pas le dépanneur du coin qui reçoit la boîte, là. C'est l'entrepôt de DICOM.
Fait que là, Dicom rappelle les gens, puis font « Ouais, on peut te les envoyer, puis finalement, ben si tu veux qu'on les retourne, ça va te coûter 15$ à toi. Ou sinon, faut que tu viennes les chercher à l'entrepôt, ça c'est gratuit. » OK, mais là, je vis, mettons, à Sorel, l'entrepôt est à Drummond. Ça faisait un peu bouillir. On a eu comme un petit problème là, puis en plus, les chaussures, quand elles sont arrivées, ils faisaient pas. Ils étaient tous un demi-point trop grands. Ou à peu près. Fait que là, il fallait toutes les ramener. Et là, on était avec Dicom. Fait que là, trouver une façon que Dicom aille les récupérer. Fait que ça a été compliqué. Puis, tu sais, sur, mettons, les 500, il y en a peut-être 200 qu'il a fallu qu'on refasse. Fait que si je les avais envoyés petit peu par petit peu, j'aurais vu les problèmes. Les problèmes arrivés, ouais. J'aurais changé tout de suite pour Post Canada. Puis au lieu de faire un 10,5 pour toi, j'aurais fait un 10. Direct. Fait que, mais bon, ça a été un coup là où on n'était pas nécessairement prêt à recevoir ce flot de personnes un peu mécontentes que ça fait un an et demi qu'ils reçoivent une chaussure sur mesure puis que ça fait pas. C'est ça. Mais en même temps, bon, ça nous a permis de peaufiner notre analyse, puis après ça, on s'est ajusté, puis toutes les autres après, les 3000 autres qu'on a vendus dans cette génération-là étaient corrects. Je veux dire, ça arrive toujours encore, même aujourd'hui, qu'on a des différences, mais on s'est replacé. Puis l'autre printemps d'après, ben, on avait déjà parlé des deuxièmes générations, on en avait fait une pré-vente aussi, mais bon, 3-4 mois avant, fait que c'était pas mal moins pire. Puis finalement, ben on voulait les avoir pour le mois de mars, puis on les a reçus mi-juin. Mais tu sais, au Québec, le printemps... mi-juin, c'est ça, mi-juin, c'est quasiment la fin de saison. Ben tu sais, exactement. Ton printemps, il commence aux premières chaleurs en mars, puis là, tout le monde les veut là, puis après ça se termine quelque part autour de la Saint-Jean. C'est à peu près ça. Fait que nous autres, ça nous a coûté cher en termes de vente, parce que là, il manquait, on n'avait plus notre stock. Fait que ça a été tough. Puis finalement, après ça, là, maintenant, on est régulier, puis nos chaussures arrivent à temps, puis on est correct. Mais ces deux bouts-là, on a ramé dur. C'était dur, ça a été dur sur le cash. Ouais. Conseillerais-tu à quelqu'un qui se lance en affaires, justement, la plus petite production pour commencer, tester? Ben, nous, c'est peut-être pas plus petit, mais dans le sens, comme tu disais, genre d'envoyer... c'est sûr que si tu devais envoyer 50, mettons les 50 premiers, tu les envoies, le Dicom revient, tu vois les frais que ça l'occasionne, les grandeurs, justement peut-être même payer un petit peu plus cher ton fournisseur pour en recevoir juste une petite partie, voir ton flow. En fait, si elle est big, puis dire tout le monde va les avoir en même temps. L'affaire, ce qui est cool, c'est quand t'en envoies tout le monde en même temps, ça crée quelque chose sur les réseaux. Ça a fait un momentum. Fait que c'est cool, ça. Parce que les gens qui avaient des problèmes, ben, on gérait ça à l'interne, puis ben, les gens postaient, ceux que ça fonctionnait, ils postaient des photos sur Facebook, ça nous a généré des ventes, puis tout ça, c'était le fun. Fait que moi, si c'était à refaire, j'en enverrais 100 en leur disant, vous êtes les chanceux, gardez ça secret, puis s'il y a un problème, dites-nous-le. Puis après ça, t'en envoies 400 parce que là, t'as réglé, tu sais que t'avais un problème parce que t'avais 20-30% de retour, ce qui est pas acceptable. Puis là, t'ajustes ta façon de faire, pour ça relance. C'est quoi la particularité de la clientèle coureur? Le consommateur au Québec est très informé. C'est une bonne chose, mais le coureur, là, il sait ce qu'il veut pas. Il est pas certain de ce qu'il veut. Puis il a l'impression qu'à chaque fois que tu lui parles, tu le bullshit un peu. À cause de ce que j'ai énuméré comme problématique au début, je peux pas vraiment leur en vouloir. Mais il y a un côté qui est très conservateur de dire, moi, j'ai ce soulier-là, mettons, j'ai des ASICS Cumulus et j'ai eu les 10 derniers modèles, ça va super bien, puis je garde ça. La vérité, c'est qu'on fait une chaussure qui est en presque tout point similaire à celle-là. C'est les gens ceux qui portent ce genre de modèle-là, c'est ceux qui apprécient le plus nos chaussures pour différentes caractéristiques, mais ils ont peur de se blesser. Alors que si la chaussure correspond à ta façon de courir, tes chances de te blesser parce que tu as changé de modèle sont très faibles. Ça va changer si tu passes d'un coussinet 10 mm à un intermédiaire 4 mm, ben c'est sûr que pour ta façon de courir, ça correspond pas. Mais il y a comme une crainte suivie d'une très grande information, puis tout ça mis ensemble, ça fait un drôle de mix. Donc, c'est une clientèle un peu réticente au changement, un peu peureuse, réticente. Mais qui aime les nouveautés, on a une formule qui fonctionne, fait qu'on a peur. On veut essayer quelque chose de nouveau, mais on a peur de se blesser.
Ouais, c'est ça. Exact. Il y a vraiment une curiosité. Le nombre de personnes qui nous ont dit, écoute, moi, je trouve ça le fun, ce que vous faites, je vais l'essayer un jour. J'attends toujours, là, tu sais, la commande. C'est pas un reproche, les gens sont comme ça, puis il y a différentes strates, on va dire, dans la population. T'as les early adopters, t'as ceux qui vont suivre en fonction des résultats des early, puis t'as la masse qui est les plus conservatrices. C'est correct. Mais c'est ça, c'est un peu, même après 3 ans où je pense qu'on a quand même une bonne cote, ben il y en a beaucoup qui hésitent encore alors que nos preuves sont faites. OK. Et est-ce que vous avez mis un processus en place pour contrer ça, pour justement essayer de convaincre les gens de vous essayer malgré tout? Ben avant, les gens ils mettaient leurs pieds sur le scan, on prenait leurs infos de commande, on passait le paiement, puis merci, bonsoir, on va vous envoyer une chaussure en 3 semaines. Fait que les gens ne l'essayaient pas. Ils pouvaient la voir, la toucher, ils ne pouvaient pas mettre leur pied dedans. Maintenant, ben on fait mettre le pied dedans à tout le monde parce que justement, ça rassure. Okay. Tu as mis ton pied, tu l'as essayé, tu sais si tu as des points confortables, tu sais, puis même si on a une garantie de satisfaction à 100%. Parce que dans le fond, la garantie de satisfaction couvrait ça. Si moi j'aime les cumulus, je te jette une paire, je les aime pas, je me blesse, je les ramène théoriquement. Ben nous autres, ce qu'on faisait, c'est on essaie de faire un ajustement. Donc soit une pointure ou soit un ajustement sur la semelle interne. Puis si ça fonctionne toujours pas, là, tu avais le droit de demander un remboursement complet ou de continuer à essayer. Okay. Mais écoute, on a 3% de retour sur la première paire. Puis sur la deuxième paire, je pense que sur 3 ans, je dois y compter sur les doigts de ma main. Fait qu'on en rembourse des gens, c'est sûr, mais c'est vraiment pas quelque chose de courant. Okay. Puis tu parlais que tu avais 12 points de vente des boutiques. Ouais. Est-ce qu'eux ont un certain inventaire pour que les gens en boutique puissent mettre les pieds dedans aussi? Oui, dans le fond, on a 2 types de boutiques. Ça, c'est un peu un test qu'on faisait sur un marché là, l'année passée. Il y a les boutiques qui ont le scan, puis les boutiques qui n'ont pas le scan. Fait que ceux qui n'ont pas le scan, ils ont un stock de Matsport qu'ils doivent vendre, pareil comme si c'était un New Balance. Okay. Puis t'as 4 boutiques qui ont le scan, séparés dans les différentes régions du Québec, qui eux, dans le fond, ils peuvent te faire la chaussure comme nous, on la ferait par exemple en événement ou directement à l'usine. Puis eux, ils vont avoir 20 grandeurs pour compenser nos 20 grandeurs. Fait que quand tu viens, tu l'essayes, puis après ça, tu la commandes. Tu fabriques ta chaussure. Fait que on a des deux, puis ceux qui ont le scan, ben ils sont répartis un petit peu partout. Fait qu'on a l'Abitibi, on a l'Outaouais, Montréal puis Québec. Je sais qu'on a passé peut-être un peu vite sur le scan, fait qu'on peut peut-être en profiter pour justement expliquer un petit peu le processus d'achat. Le scan, ça sert à quoi? Ben l'objectif de base, c'est de trouver de fabriquer une semelle qui reflète l'image du pied. Fait que longueur, largeur de l'arche, la hauteur, largeur du talon, la longueur par largeur totale. Donc ça, c'est ce qu'on veut reproduire. L'objectif, c'est que quand tu mets ton pied dedans, t'as aucun point de pression. Après ça, si tu veux un support d'arche, ben, c'est dans la semelle interne qu'on va le mettre. Fait que quelqu'un qui ferait de la pronation serait obligé d'avoir la version avec scan, sinon on n'en fait pas. Okay. C'est un peu ça. Puis il fallait que, dans le fond, cette semelle-là, elle doit pouvoir rentrer dans nos paramètres. Parce que notre chaussure est prévue avec un volume interne X qui prévoit une semelle d'une certaine épaisseur. Ce qui fait qu'on pourrait pas mettre une grosse orthèse du marché parce que certaines orthèses sont faites tellement épaisses qu'il y aurait plus de place pour le pied, par exemple. Fait que nous, il y a quand même plus d'espace que normal, mais l'objectif pour être confortable, c'est que ça doit rentrer en dedans d'une telle épaisseur. Okay. Puis maintenant, comment on est arrivé à ça? Juste pour résumer, le scan, pour l'avoir vu, ça ressemble à une balance, grosso modo. Non, juste ouais. Parce que ceux qui nous écoutent qui n'auraient jamais vu oui, ça, on peut aller en boutique, on peut aller à ta manufacture, on monte dessus, on se met le pied là-dessus, ça ressemble à une balance. Ça prend une photo numérique de ton pied avec toutes les formes. Exact. Ça vous permet de mouler une semelle qui rentre dans vos chaussures. De fabriquer une semelle. De fabriquer une semelle qui rentre dans la chaussure directement. Pour que la personne ait le moins de points de pression possible. Qui rend le tout plus confortable que confortable. C'est un peu ça. Ouais. Je faisais la distinction entre mouler et fabriquer. Parce que ton moulé, souvent, ton résultat va être quelque chose de rigide. Okay. Parce que, par exemple, mettons une botte de ski ou un patin, tu vas le chauffer, tu vas mettre ton pied dessus, tu vas le mouler,
Aussi, il refroidit, il devient rigide, puis il reste à cette place-là. Pour tout ce qui est sport d'hiver, c'est super parce qu'il fait froid. Mais quand c'est un sport d'été, ben à 30 degrés, la chaussure elle deviendrait, par exemple, à nouveau molle. Puis là, tu la déformerais, fait que ça fonctionnerait pas. Fait que c'est vraiment, on la fabrique. On part d'un bloc qui est complet en EVA, d'une certaine densité. Puis on vient reproduire l'image exacte de chacun de tes pieds dans ce bloc-là. Ça, c'est fait à la machine. C'est fait à la machine, puis fini à la main. OK. Merci pour l'éclairage. Oui. En fait, c'est tout fait à votre manufacture de Saint-Laurent. Ben, c'est assemblé ici, mais les composantes proviennent d'ailleurs. Donc, c'est ça. On revient au scanner. Le scanner, ça sert grosso modo à prendre une photo numérique. Mm-hmm. Les gens peuvent aller dans les 4 boutiques que tu as nommées ou votre manufacture, faire leur empreinte. Et ça, c'est gratuit. Tu ne voulais pas charger pour ça. Exact. Fait que comment c'est venu l'idée? Est-ce que ça existait? Est-ce que vous avez, justement, comment vous en êtes arrivé là? Donc, en fait, l'idée, elle était déjà là. Évidemment, moi, j'ai fait un bac en admin. Donc, faire de la programmation, ce genre de trucs-là, ça m'intéressait pas. Puis, de toute façon, je serais pas capable de le faire. Mais je me suis toujours dit, il y a quelqu'un quelque part qui est meilleur que moi pour faire à peu près n'importe quoi. Donc, ça en faisait partie. Donc, on a commencé par essayer de trouver un fournisseur de semelles sur mesure ou d'orthèses qui pouvait faire en production de masse et donc réduire ses coûts avec des matériaux souples et sans correction. C'était ça le point. Donc, on a rencontré quand même pas mal d'intervenants au Québec en lien avec qui possèdent des technologies de prise d'empreinte, là. Mais souvent, surtout les centrales Fab ou les centres d'orthésistes, prothésistes, ben ils font beaucoup du à la pièce, fait que même si c'est pas particulièrement efficace, c'est pas grave parce que la valeur ajoutée est tellement présente qu'ils vendent ça assez cher, là. Qui sont gardés à aller chercher une marge de profit. Exact. Fait que puis en plus, ben tu sais, faut pas leur en vouloir, là, tout le monde a un cas bien spécifique de ci puis de ça, fait que de le faire à la main, c'est pas complètement nono non plus, là. Fait que mais nous on cherchait quelque chose qui était à mi-chemin entre le générique puis l'orthèse, là, quelque chose qui se fait vite mais qui est fait sur mesure à partir de l'image. Fait que on en a trouvé quelques-uns, on en a essayé au moins. Il y en a un qu'on a essayé pendant plus d'1 an d'arriver avec un résultat, puis finalement, au bout d'1 an, on s'est regardé, le fait, c'est jamais arrivé encore où j'ai eu une semelle, puis que j'ai été confortable dedans, direct. Fait qu'il y a toujours des ajustements, puis ça, même au Québec, ça serait pas si pire, on les ramènerait, mais se faire de l'international, ça marche pas. Puis aussi le temps, je veux dire, charger une quarantaine de dollars ce jour pour faire une semelle custom, je veux dire, tu peux pas avoir 3 retours. Là. En fait, on peut pas avoir de retour. La personne qui l'achète, qui l'attend 3 semaines, ne veut pas nous la retourner. On le sait. En plus. On le sait, c'est comme ça. Puis je pense qu'on atteint un niveau maintenant qui est correct, mais la première boîte qu'on avait en plus, c'était un scan qui était enfermé. Okay. Ça contrôlait dans le fond la lumière. Fait que tu mettais ton pied dans une espèce de gaine avec ton bas. Tu mettais ton pied là-dedans. Puis là, on disait aux gens, mets 30% de force. 30% de force. Tu le vois même pas ton pied. Fait que on s'est rendu compte que cette technique-là était pas super parce qu'on a fait comme 1 an de scan sans avoir de produit pour les gens qui avaient précommandé puis se faire connaître un petit peu. Puis le scan, il est encore fonctionnel aujourd'hui, mais on sait qu'il est moins précis que ce qu'on utilise. Okay. Et on a quand même travaillé pendant 1 an et demi avec cette compagnie-là pour finalement dire ça marche pas, fait que retour à la case de départ. Faut recommencer, on s'est manipulé. Exact. Après ça, on est tombé avec notre fournisseur actuel. Et là, il y avait un scanner comme celui que tu as vu, qui est les 2 pieds en position neutre, assez simple d'utilisation. C'est la même chose, mais à moitié. Tu avais juste un pied. Okay. Mais il était aussi moitié de la largeur. Fait que ton autre pied, tu le mets où? Fait que tu sais, pour la plupart des clients, c'était correct. Là, c'était des gens qui étaient en forme puis qui étaient capables de se tenir en équilibre ou que tu sais, ils mettaient leurs pieds un petit peu sur le bord juste pour pas qu'on le voit dans le scan pour se tenir, puis ça allait. Mais on en a aussi des clients qui sont plus âgés, là, qui ont un peu moins d'équilibre, ou des gens qui sont blessés puis qui ont de la misère, par exemple, avec leurs chevilles ou avec ceux-là, ils trouvaient ça vraiment moins drôle. Là, il y avait... Bouge pas! Le scan était
c'était pas dangereux, mais c'était pas loin. C'était pas agréable, on va dire, comme expérience. Fait que après ça, on est arrivé avec le scan où là, on avait les 2 pieds, un à côté de l'autre. Pas compliqué, embarque dessus, mets tes pieds droits, puis c'est réglé. Puis ça, est-ce qu'ils l'ont développé pour vous? Ben, je pense qu'ils ont fait c'était quelque chose qui existait, mais qui était pas un besoin parce que leur clientèle primaire, c'est les orthésistes, prothésistes, podiatres du Québec. Mais pour nous, comme c'était un besoin, ben, je pense qu'ils ont demandé à un fournisseur de hardware s'il y avait quelque chose du même style, mais plus large. Puis là, ils ont sorti ça, qui était quand même le double du prix. Ils nous l'ont offert, puis on a fait, ben, pour l'expérience client, go. Non, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est vraiment facile pour avoir passé dessus, c'est vraiment, en tout cas, on se met dessus, puis ils prennent une photo. En mon cas, t'as pas eu à la reprendre, donc ça s'est bien passé. Exact. Puis ce scanner-là, ben, en fait, la compagnie avec laquelle on travaille, elle nous a été référée. Puis c'était un peu de ça, je voulais parler, dans le fond, l'histoire de où ça vient. J'étais dans un gala de la Fédération québécoise d'athlétisme, puis il y a plusieurs années, évidemment. Puis je mangeais avec quelqu'un qui commençait à travailler dans une compagnie de physio de Montréal, puis qui me dit, écoute, mon président, il va venir avec nous en soirée, fait que tu viendras jaser. Parfait. Fait que je me mets à jaser avec, puis finalement il dit ouais, écoute, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider avec ça, il y a vraiment une belle technologie, nous autres on pense peut-être l'utiliser de nos affaires, puis là il m'a référé avec le gars avec qui on travaille depuis 2-3 ans. Puis c'est drôle parce que ce gars-là, que j'ai jamais réentendu parler après, aujourd'hui, m'a ajouté sur LinkedIn. Donc, fait qu'il est revenu à la chambre. Il est revenu, fait que on va se parler, je présume, là, mais c'est comme quoi. Merci. Mais comme quoi, je me suis retrouvé encore une fois dans une situation où j'étais entre guillemets pas invité, où j'étais là, mais j'avais pas d'attente. Puis j'ai gardé les yeux ouverts, il y a quelqu'un qui m'a présenté quelqu'un, puis ça a donné que c'est le fournisseur avec lequel on travaille depuis. C'est toujours bon, je pense, de sortir. C'est pas dans ton salon que tu fais des rencontres. Exactement. Donc, de networker, on sait jamais où ça mène. Puis même des fois, c'est pas nécessairement comme lié. Tu sais, je pense pas, tu t'es pas dit, je vais aller là rencontrer quelqu'un de physio. Non, c'est ça. Tu t'en allais là pour la soirée d'athlétisme, puis tu fais des rencontres. Puis est-ce que vous acceptez encore des actionnaires de Matsport? Êtes-vous à la recherche? Y a-t-il une prochaine ronde de financement? Si jamais il y a des gens qui voudraient s'investir. On est toujours ouvert. Okay. Dans le sens où, en ce moment, les liquidités sont correctes sans plus. On roule pas sur l'or, mais on n'est pas en train de creuser notre trou. Mais on est toujours ouvert. Fait que s'il y a des gens qui écoutent, qui seraient intéressés à investir. Définitivement. Qui visent l'international. C'est surtout ça. Quelqu'un qui nous arrivera en disant, ouais, on veut faire quelque chose de local puis s'assurer de bien s'implanter au Québec. Ça, on est capable de le faire. Ça va. Ce qu'on veut, c'est l'autre étape. Puis, je courais cette semaine qui fait froid. Excuse-moi, ça sort un peu du sujet. Il y a les chaussures Randa du Kenya, je sais pas si t'en Oui. Puis eux, ils disent, bon, ben nous, on a les meilleurs coureurs au monde, donc ils essayent de dire comme que les chaussures, elle vient avec. J'ai aimé le concept. Comme ici, on a vraiment une température de M, qu'on va dire. Puis on a beaucoup de coureurs d'hiver. Ça t'a-tu effleuré l'esprit de peut-être capitaliser là-dessus, faire comme la meilleure chaussure d'hiver, puis dire l'hiver québécois, il fait moins 40, puis les gens courent avec ça. Donc, si t'es en Suède ou peu importe le pays, même si c'est juste au Maine, c'est sûr que t'auras pas froid avec ça, parce que nous autres, on connaît ça le froid. C'est-tu quelque chose qui vous a effleuré l'esprit? Ben, peut-être, on n'était pas rendu à comment on va le marketer, mais on a effectivement un projet de chaussures d'hiver qui est sur les tablettes. On est avancé dans le terme de design de semelle, on sait quel genre de matériaux, quel genre de dessus de chaussures on va avoir ou qu'on va avoir. Mais maintenant, bon, il y a le côté financier des choses, parce que on pourrait avoir le produit relativement rapidement, mais après, c'est qu'il faut que tu achètes de l'inventaire. Puis là, faut que tu le marketes. Il y a d'autres étapes que là, c'est le bout qui nous manque. Okay, mais oui, ça va venir à un moment donné. Puis à un moment donné, ça va être ça. Ouais. Au Kenya, dans les parties froides des montagnes, ils vont porter des Matsport. On va dire c'est pour l'hiver. Ouais. Fait que ma prochaine question, c'était votre prochain défi et la difficulté pour y arriver, mais je vais répondre pour toi, je pense que c'est d'aller à l'international. Au moins que je me trompe, mais selon ce que j'ai entendu, je pense que c'est votre prochain vrai gros défi. Je parle pas de prochain comme demain, mais prochain. Ben, c'est le plus gros défi qu'on va avoir, ça, c'est certain.
Le prochain gros défi qu'on a, c'est justement faire connaître notre option corporative. Les gens, tu sais, les chaussures qu'on est capable de développer vraiment 100% aux couleurs d'un autre, on en a fait quelques-unes en ce moment, puis ça a été un succès incroyable. Donc, on a livré peut-être 600 paires de souliers de ce côté-là, puis on a eu 3 retours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, ça, je pense qu'on a une belle valeur ajoutée où, encore une fois, on est les seuls à pouvoir le faire. Okay. Fait que ça vient avec le service, toute la patente, mais ça, dans la prochaine année, ça va être un gros défi parce qu'on crée une tranche de marché. On va dire les cadeaux haut de gamme qui s'adaptent à chacun des employés. Je connais pas ça. Il y a aucun autre produit que je connaisse qui peut répondre à cette... Ouais, généralement, c'est une house ou ça... Ben, ça, mais tu sais, t'as des manteaux Gore-Tex, mettons. Mais tout le monde a la même coupe de manteau. Ou la même couleur de manteau. Nous autres, tu vas choisir, tu sais, si t'es un marcheur ou si t'es un sprinter, t'auras pas besoin de la même chaussure, mais tu vas bouger avec. Tu vas marcher, c'est sûr, tu sais. Donc, ça, nous, on veut vraiment faire connaître ça. Puis après ça, ben, avec ça, là, oui, on aimerait se propulser à l'international. Peut-être en commençant justement avec les business internationaux, faire connaître le nom. Puis après ça, là, on commence à rentrer dans des boutiques parce que là, les gens demandent. Puis ça va être probablement plus notre cheval de Troie, là. Ça va être celui-là. Vous allez commencer, dans le fond, comme devenir des produits de luxe pour les entreprises, pour faire connaître. Au lieu d'aller directement vers le consommateur. Exact. Ce qui est intelligent. Ben, le consommateur, il s'informe beaucoup, puis quand il a pas entendu parler d'une compagnie, il se demande un maudit pourquoi. Donc, c'est un peu à ça qu'on se bute. Fait que ceux qui vont dans les événements, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui nous a pas vu. Ça va. Eux, ils nous ont vu. Mais on est peut-être au Québec, je pense que c'est 1,8 million de coureurs maintenant, les statistiques officielles. Ben, je suis pas sûr que j'ai vu 1,8 million de personnes passer dans les événements. Puis on les fait toutes, là, les gros événements. Mais ceux qui y vont pas, on les verra jamais. Fait qu'en passant par les entreprises, on peut toucher plus de gens dans les régions, dans des secteurs où ils sont... Le monsieur qui va marcher, il va s'acheter une Cumulus parce qu'il est en spécial dans le circulaire. Ben, s'il y a eu des Matsport via son entreprise, puis qu'il a trippé, ou que son chum n'a eu, ou que sa blonde n'a eu, ben là, ils vont peut-être aller demander des Matsport parce que ce qu'on fait, c'est tellement différent des autres. Puis je calcule qu'on a une coche de plus sur le confort, ben ce monsieur-là, qui est exactement notre clientèle cible, va venir nous voir. Puis si tu veux, j'aimerais bien mettre peut-être quelques photos en dessous de la description, dans la description, des chaussures. C'est vraiment beau ce que vous faites. Tu m'as montré quelques modèles que je les ai vus en vrai, là. Je sais pas ces photos. On a même un GIF. Ouais. Fait que si on pourrait mettre ça, que les gens, si jamais ça vous intéresse, allez voir dans la description de l'épisode, allez voir les photos. C'est vraiment beau, c'est vraiment des chaussures qui se démarquent. Comme tu dis, c'est pas juste mettre votre logo ici, c'est vraiment la chaussure au complet, c'est un design aux couleurs d'entreprise. Exact. Ben, s'il y a des gens de la région de Montréal qui passent par Montréal, qui veulent venir me rencontrer, ils peuvent prendre rendez-vous avec moi à l'usine. Okay. Donc, généralement, je fais un petit tour d'usine rapide pour expliquer les différentes étapes, les différentes 23 étapes de production. Puis, après ça, on prend un scan, on discute un peu de comment vous allez les utiliser, puis on peut faire la commande sur place. Puis, vous avez juste à m'écrire, là, je te donnerai mes coordonnées, puis les gens prendront rendez-vous avec moi. Ça me fait plaisir. Meilleure façon de te rejoindre, mettons que... Par courriel, mathieu@matsport.ca. mathsport.ca. Exact. Donc, mathieu@matsport.ca. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour ton temps. Dans le but de garder les épisodes du podcast coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. Mathieu, merci encore pour ton temps. Merci pour ton hospitalité chez toi à la section administrative de Matsport. Merci pour tous tes conseils de course que tu nous as donnés, que tu m'as partagé entre-temps pendant le processus d'achat. C'est vraiment super. Encore une fois, j'adore mes chaussures. Continue ton bon travail. Fais rayonner le Québec au monde sportif. Je ne peux qu'attendre tes chaussures d'hiver. J'ai très hâte d'essayer tes chaussures de trail et tes chaussures d'hiver qui sont tes prochains projets.
Pour nos auditeurs, j'espère que vous avez aimé l'entrevue. J'espère que ça vous éclaire un peu plus sur le processus de comment qu'on peut partir une entreprise dans la course à pied, dans le sport, peu importe au Québec, que c'est possible, c'est pas l'inatteignable. Donc, si vous avez un rêve, lancez-vous, c'est possible. Il y a encore de la place pour ça. C'est un marché qui est fleurissant. Je n'ai pas réussi à trouver la statistique, mais s'il y a 1,8 million de personnes qui courent au Québec, ce qui serait environ 1 sur 4, c'est quand même un bon marché à taper dedans, je crois. Donc, il y a possibilité. Lâchez pas là-dessus. Encore une fois, si vous avez des invités, si vous avez des pain points, des choses que vous aimeriez qu'on discute ou que je fasse de la recherche dessus, des gens que vous trouvez intéressants, n'hésitez pas à m'écrire ALLO comme allo @coureur.io. Envoyez-moi un petit message, ça va me faire plaisir de regarder ça, voir si je peux trouver de l'information pour vous et la diffuser sur le podcast. Sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne course.